Bonjour, chers téléspectateurs de Mali Digui, de diasporaction.com et des informations du Mali. Aujourd'hui, nous sommes devant vous encore avec un invité très spécial, un invité extraordinaire. C'est mon cher ami panafricain, africain. Pour moi, le pays d'origine n'a pas trop d'importance, mais quand même, on va le citer, qui est du Cameroun. Donc, M. Ferdinand Maïga, pas Maïga, mais Maïga. Donc, il nous expliquera ces petites anecdotes, parce que souvent les Maliens, nous Maliens, nous le confondons avec les Songo et Maïga. Voilà. Mais donc, ça, c'est la petite parenthèse au cours de l'interview. M. Ferdinand est informaticien, il est journaliste avant tout aussi. Voilà. Et il est le cofondateur d'une association panafricaine qui s'appelle GOPAD. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de tout ça. Mais avant d'arriver à son actualité et tout ça, donc on va le laisser se présenter aux Maliens, aux autres Africains qui ne le connaissent pas pour l'instant sur nos médias. Monsieur Ferdinand, merci d'avoir honoré de votre présence sur notre plateau. Et pouvez-vous nous dire qui est Ferdinand Maïga? Ferdinand Maïga est un Africain originaire du Cameroun, né en 1976, qui vit en France depuis quelques années, qui est journaliste de profession. Cela fait quand même beaucoup d'années qu'il est dans la profession parce qu'il a commencé très jeune, à l'âge de 21 ans. Voyez-vous, c'était en 97, ça veut dire déjà que ça fait quelque part 22 ans, voire 23 ans, qu'il est dans le monde de la presse. Et donc il est journaliste, j'ai été longtemps journaliste au Cameroun, ensuite je suis parti au Québec où j'ai été correspondant de presse pendant plusieurs années à Montréal. Là, je suis à Paris comme journaliste également. Mais au-delà de ça, j'ai d'autres casquettes. Vous avez si bien dit tout à l'heure, je suis également dans le monde informatique comme développeur web. C'est là où on s'est connus. Où on s'est connus d'ailleurs, exactement. Et puis, je m'intéresse beaucoup aux questions de diaspora à ce titre. Je suis chercheur associé d'un centre de recherche basé à Ottawa, qu'on appelle le Cercle 4, qui est le centre de recherche pluridisciplinaire sur les communautés d'Afrique noire et de diaspora, basé près de l'Université d'Ottawa. Donc je suis spécialiste de la diaspora et son apport au développement. Et c'est un sujet qui particulièrement m'intéresse beaucoup depuis de nombreuses années. Peut-être que dans les anecdotes, je parlerai de mon intérêt. D'où l'ouvrage que vous avez écrit, exactement. Avec comme titre L'avenir de l'Afrique, la diaspora intellectuelle interpellée. Exactement, c'est un ouvrage que j'ai publié il y a quelques années. Ça a été édité au Québec? Il a été édité, l'ouvrage a été édité ici à Paris, aux éditions L'Harmattan, mais il a été entièrement écrit au Québec pendant 3 ans. Donc c'est vraiment un ouvrage qui a pris ce temps parce que j'ai effectué beaucoup de recherches sur la diaspora africaine d'Amérique du Nord pour essayer de comprendre en quoi cette diaspora peut être utile pour le développement de l'Afrique. Et quelque part, mon arrivée en Europe également et mon intérêt de poursuivre la recherche sur la diaspora s'inscrit dans la même logique parce que je me suis dit, bon, j'ai étudié la diaspora africaine d'Amérique du Nord. Il est important de connaître un peu la diaspora africaine d'Europe. Tout comme il y a 2 ans, j'ai eu quand même une petite opportunité qui m'a permis de voir un peu comment d'autres diasporas fonctionnent ailleurs, ce qui m'a permis d'aller par exemple au Vietnam, parce que c'est un pays qui compte également beaucoup sur sa diaspora, pour aller voir un peu comment le gouvernement du Vietnam... Pour faire une étude comparative, c'est ça? Voilà, une étude un peu comparative, comprendre comment est-ce qu'ils font. Et tout, donc finalement je me suis dit au-delà du travail de recherche et tout, il est peut-être important de mettre sur pied une association et avec d'autres on a créé le GOPAD qui signifie le Global Organization of People of African Diaspora. Donc c'est une organisation dont l'objectif est, n'est-ce pas, d'essayer d'unifier d'une manière générale la diaspora africaine dans la perspective du développement de l'Afrique. Et en fait cette association est née du constat que je me suis rendu compte qu'un pays comme l'Inde également a beaucoup... Il y a une organisation similaire qui s'appelle GOPIO. Le GOPIO, exactement. Le GOPIO qui est le Global Organization of People of Indian Origin. Donc c'est une organisation qui fédère toute la diaspora indienne du monde et qui est assez active et soutenue par le gouvernement indien
et beaucoup d'entre eux participent aux efforts de progrès de l'Inde. Vous savez, les Indiens sont éparpillés à travers le monde. Hein. On les retrouve partout, que ce soit en Asie, en Europe, ici, même dans les Caraïbes. Il y a des Indiens qui vivent depuis très très longtemps dans des régions comme des coins comme la Guadeloupe et tout ça depuis très très longtemps. À la Silicon Valley, hein, en Californie, tout ça, beaucoup sont dans le monde de l'informatique et tout. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'aujourd'hui les Indiens sont parmi, n'est-ce pas, les gens les plus appréciés dans le domaine de l'informatique, par exemple dans le secteur du numérique. Pourquoi? Parce que beaucoup des membres de cette diaspora ont non seulement une expertise là-dessus, mais ont essayé d'apporter l'expertise en Inde, ce qui fait que les informaticiens formés dans les universités indiennes sont compétitifs où qu'ils se trouvent à travers le monde. Et donc je me dis également, l'Afrique a aujourd'hui un potentiel de sa diaspora assez répandu à travers le monde. Généralement, on regarde la diaspora sous l'angle des transferts de fonds, mais il ne faut pas juste regarder les transferts de fonds, parce que pour moi, la première ressource du développement, ce n'est pas la ressource naturelle, c'est la ressource humaine, et donc c'est comme ça que mon intérêt pour la diaspora se poursuit, parce que j'ai un souci qui est comme le vôtre et beaucoup d'autres Africains, c'est de voir comment est-ce que chacun à son niveau peut jouer sa meilleure partition pour aider au développement de l'Afrique. Et donc c'est un peu de manière ramassée celui qui est en face de vous et qui vous parle aujourd'hui, chers téléspectateurs et tout ça, qui est Ferdinand Maïga. Donc le GOPAD, ça évolue comment de sa création à maintenant? Ben, disons que le GOPAD, déjà la création est récente, elle n'est pas très depuis quand? Ça fait environ 2 ans que l'association a été légalisée en France. Et puis là, les activités ont commencé parce que vous savez, c'est une association, ça a pris du temps de réfléchir pour voir dans quelle mesure il faut orienter les choses et tout. Et là, on a commencé à réfléchir sur le mode d'action pour faire en sorte que l'association puisse pleinement avoir n'est-ce pas, des racines et puisse évoluer. Et pour cela, il a fallu notamment d'effectuer des séjours auprès de certains pays pour voir comment des pays qui sont modèles dans le domaine du retour de la diaspora ou qui encouragent ce retour-là. Je prends le cas du Ghana par exemple, où j'ai été récemment, où j'ai passé quelques semaines, et tout pour voir, n'est-ce pas, comment un pays comme celui-là essaye de faire des efforts pour attirer sa diaspora et même la diaspora d'autres pays, parce que voyez-vous, aujourd'hui lorsque vous arrivez au Ghana, vous verrez beaucoup de Noirs américains qui viennent s'installer au Ghana parce que le gouvernement de Ghana a mis sur pied une politique qui permet... Mais dans beaucoup de pays africains actuellement, je pense que c'est le cas du Mali et du Sénégal. Voilà. Il y a un projet qui s'appelle les RIPAT. Oui. Donc, voilà, c'est RIPAT, c'est ça. Sur les deuxièmes générations de l'immigration, j'essaie d'attirer vers les pays. Si j'ai une bonne mémoire, je pense que ce projet, est-ce que le GOPAD s'inspire à peu près plus ou moins de ces modèles-là? Oui, mais justement, parce que le GOPAD a pour objectif également de favoriser ce retour-là, puisqu'on se rend compte que... Parce que nos enfants, quand nous sommes immigrés, mais nos enfants sont chez eux ici, parce que les lois des pays accueillants font d'eux des citoyens à part entière, et non des citoyens de seconde zone. Sauf, bon, évidemment, il y a des cas de racisme avéré, machin et tout ça. Absolument. Seulement, celui qui sait se battre souvent, c'est tirer son épingle du jeu. Absolument. Donc, je pense que souvent, ça peut être la croix et la bannière pour les attirer vers les pays d'origine. Absolument. Donc, vous travaillez à faciliter ça. On travaille à faciliter ça parce qu'on se rend compte que justement, il est plus facile pour vous, pour moi, qui venons directement du continent africain. Les liens sont plus profonds avec l'Afrique, avec nos pays, alors que les enfants qui sont souvent les nôtres, qui sont nés ici, n'ont pas fondamentalement un lien assez profond qui fait en sorte qu'ils peuvent avoir le souci de rentrer comme vous êtes obligé de rentrer au Mali. Et donc, l'effort du GOPAD, c'est également de favoriser que ces Africains, n'est-ce pas, de cette deuxième et peut-être troisième et quatrième génération, puissent s'intéresser à l'Afrique et de se rendre compte qu'ils peuvent être nés ici, ils peuvent avoir réussi les études ici, mais il est important de songer à apporter, n'est-ce pas, son savoir-faire également en Afrique et de penser de temps en temps à revenir sur ce continent. En tant que, voilà, là je mets un peu ma casquette politique, donc on va dire l'Europe est basée sur la main-d'œuvre africaine pour construire son économie. Donc maintenant nous, on veut récupérer nos enfants aussi, et pour
qui sont le cerveau, pour relancer notre économie. Absolument, en quelque sorte. Absolument, c'est très important. Et l'objectif, c'est celui-là également, puisqu'on se dit que si on a la chance que ces jeunes s'intéressent à l'Afrique, ces Africains nés ici, ces jeunes nés ici, s'intéressent à l'Afrique et retournent en Afrique, apportent leur expertise en Afrique, et cela va permettre de d'apporter un plus au développement de l'Afrique. Parce que, comme je disais tout à l'heure, c'était dans le cadre de nos échanges informels avant l'émission, pour moi, la première condition du développement, c'est avant tout la ressource humaine. Ce n'est pas la ressource du sous-sol. C'est vrai, on peut avoir cette ressource. Vous savez, dans certains de nos pays en Afrique, il y a tellement de richesses, de ressources. Si vous prenez le cas d'un pays comme la RDC, qui est un véritable scandale géologique, mais toutes ces ressources-là... La RDC est victime de ces ressources. Voilà, elle est même victime de ces ressources. Et donc, on parle d'ailleurs même de la malédiction des ressources naturelles. Et donc, moi, je me dis, il faut plus aujourd'hui miser d'abord sur la ressource humaine. Parce que lorsqu'on regarde des pays comme le Japon n'a pas fondamentalement beaucoup de ressources naturelles, mais la base et l'expertise, n'est-ce pas, qui a favorisé le développement spectaculaire du Japon, a été basée sur l'être humain. Et donc, pour nous également, il faut pouvoir faire en sorte que la ressource humaine soit d'abord prioritaire dans le développement. Parce que c'est cette ressource humaine, avec l'expertise que les uns et les autres peuvent avoir, qu'ils peuvent apporter, n'est-ce pas, cette expertise, soit dans le développement d'un secteur comme le numérique et tout le reste. Aujourd'hui, tout ce qu'on utilise là, nous savons que la matière première parfois vient de nos pays d'Afrique. Mais comme on n'a pas l'expertise pour transformer ces matières premières en produits finis, alors on a cette chance qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes de la diaspora, n'est-ce pas, ont également étudié dans les mêmes écoles que ceux qui sont ici et peuvent apporter cette expertise. Finalement, le GOPAC, c'est un sacré programme, quoi. Ben oui, c'est un sacré programme. programme. Dans la mesure où qu'est-ce qui me pousse à dire que c'est un sacré programme? Parce que là, souvent, quand nous quittons ici ou que nos enfants quittent ici, c'est pas, comme tu le disais, nos liens avec le pays d'origine sont vraiment très profonds. Exactement. Mais seulement, souvent, quand on part pour s'investir, pour s'installer, c'est la croix et la bannière également. Parce que tout simplement, il y a voilà, les mécanismes, les rouillages de l'administration ne sont pas si simples comme ici. Est-ce que dans vos programmes, vous avez des outils pour sensibiliser l'administration à faciliter ces retours de nos enfants ou d'ex-immigrés, par exemple, toi et moi, on peut, qui ont étudié tout récemment l'informatique et tout ça, on peut être peut-être amené un jour à vouloir partir retenter notre chance là-bas. Absolument. Le chemin retour. Absolument. Voilà. Exactement. Donc, quels sont vos outils dans ce Nos outils, déjà, l'un des premiers moyens, c'est non seulement l'éducation, la sensibilisation, mais aussi, c'est de faire en sorte que les membres, les leaders politiques et ceux qui sont à la tête de nos États comprennent que la diaspora n'est pas fondamentalement une menace. Parce que généralement, on regarde la diaspora pour certains, dans certains pays comme une menace. Voilà, une menace parce qu'on se dit c'est des gens qui sont incontrôlables. Incontrôlables dans la mesure où, comme pour certains, ils ont soit la double nationalité ou ils ont la nationalité étrangère. C'est des gens qu'on ne peut pas fondamentalement, voyez-vous, on ne peut pas fondamentalement saisir ou alors faire pression, comme on peut faire pression sur quelqu'un qui habite dans le pays d'origine. Donc, c'est déjà de leur faire savoir que ne voyez pas cette diaspora comme une menace, mais regardez plutôt cette diaspora comme une opportunité. Donc, je pense que ce boulot est facile, parce que tu es journaliste, et tu connais bien le terrain. Exactement. Exactement. Donc, il faut aider à faire... Finalement, c'est de mettre le journalisme au service de cette cause. Si tu veux, voilà, c'est essayer d'apporter... ce que je connais, la communication, également dans ce domaine, dans ce secteur, au sein de cette association, et également essayer d'apporter l'expertise que j'ai développée, n'est-ce pas, sur la diaspora, n'est-ce pas,
et que je fasse savoir aux autres, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait et tout, mais ne voyez pas la diaspora comme ça, regardez plutôt la diaspora sous cet angle-ci, parce que généralement, qu'est-ce qu'on regarde derrière la diaspora? Il est plus facile, vous savez, autant que moi, c'est que au sein de nos États, on a besoin de la diaspora, mais lorsqu'il faut parler de transfert de fonds. Ouais, parce que on a des Western Union. Voilà. Exactement, voilà, c'est une preuve. Voilà, les Western Union, parce que lorsqu'on regarde aujourd'hui, les transferts de fonds de la diaspora sont supérieurs à l'aide publique au développement. En 2018, par exemple, les transferts de fonds de la diaspora étaient de plus de 46 milliards de dollars. Voyez-vous, en 2018-9, c'était de plus de 46 milliards de dollars. On pense que ces transferts vont atteindre 51 milliards de dollars en 2020. Voyez-vous, c'est beaucoup. Et quand vous regardez proportionnellement par rapport à certains pays, si vous prenez le cas d'un pays comme le Nigeria, en Afrique subsaharienne, le Nigeria lui tout seul a reçu l'an dernier par exemple, presque 24,5 milliards de dollars de transfert de fonds. Rien que sur 46 milliards. Voyez-vous, un seul pays, suivi par un pays comme le Ghana, qui a eu 3,8 milliards de dollars de transfert de fonds à la diaspora, et un pays comme le Kenya qui a eu 2,7 milliards de dollars de transfert de fonds. Si vous prenez un pays comme le Sénégal en Afrique francophone, ils ont reçu en 2018 2,2 milliards de dollars de transfert de fonds. Un pays comme le Zimbabwe, 1,9 milliard de dollars. Et donc vous voyez que les transferts de fonds, c'est important. Mais il ne faudrait pas qu'on se rende compte, il ne faudrait pas que les leaders politiques, nos dirigeants, puissent davantage capitaliser l'intérêt de la diaspora lorsqu'il faut parler de transferts de fonds. Il faut regarder aussi la diaspora, la diaspora africaine sous l'angle du transfert de savoir, de savoir-faire, de compétences. Parce que c'est important. C'est pas. Moi, je dirais un peu plus aussi, il faut quand même prendre en compte aussi le bien-être de cette diaspora-là. Voilà. Si on est mal dans notre peau ici, là. Exactement. C'est souciant, bon, on ne peut rien faire chez nous de toutes les façons. Voilà. C'est souvent, nombre d'entre nous sont entre pessimisme et désespoir. Exactement. Quand on regarde en disant, bon, je suis bloqué dans ce pays, là-bas je ne peux rien faire, il y a la corruption, il y a ceci, cela. Exactement. Ou parce qu'on me barre tout simplement la route, parce que je deviens une menace pour ceux qui sont restés là-bas. Voilà. Donc, ça fait partie de vos missions. Mais bien sûr, évidemment. Et il faudrait même, comme je disais, l'éducation, la sensibilisation, parce que on regarde toujours la diaspora sous l'angle d'une menace. Non seulement ceux qui sont à la tête de nos États. Et puis finalement, ça devient un facteur déprimant. Mais c'est un facteur déprimant. Puisque souvent on se rend compte, moi j'ai rencontré plusieurs membres de la diaspora qui te disent, j'ai quitté les États-Unis ou l'Allemagne, je ne sais pas quoi, je suis allé au Cameroun ou alors dans tel autre pays. Après tel nombre de temps, j'ai eu le sentiment qu'on n'avait pas besoin de moi, je suis retourné. Pourquoi? Parce que souvent vous arrivez, quand vous venez avec un background très important, quelqu'un d'autre que vous trouvez sur place et qui connaît votre background peut penser que le poste qu'on pourrait vous donner, c'est son poste à lui, et vous semblez être pour lui une menace. Alors qu'en fait, vous ne venez pas pour prendre son poste. Vous venez parce que dans votre tête, le souci majeur, c'est d'apporter votre expertise, c'est pas de prendre sa place. Et donc, il est important que ceux également qui sont sur place et qui souvent ont été des membres de la diaspora, parce que souvent, c'est des gens qui ont été formés en Occident et qui sont repartis, restés là-bas pour travailler. Il ne faudrait pas qu'ils voient ceux qui viennent demain comme des menaces pour leur poste. Mais ils doivent plutôt se dire c'est une opportunité, parce qu'au-delà du poste au-delà du fait qu'il vient, il peut, au-delà d'avoir ton poste, il peut créer de la richesse, il peut créer une start-up, il peut créer une entreprise, il peut créer quelque chose qui va plutôt aider à apporter son expertise dans le domaine et qui est le sien pour aider au progrès de l'Afrique. Et donc pour moi, il est important que cette association puisse également apporter sa modeste contribution, n'est-ce pas, au développement de l'Afrique. Parce que c'est très important. Pour l'instant, à part les Ghana, quels sont vos pays tests du projet GOPAD? On a été par exemple au Togo, également, où j'ai eu l'opportunité de rencontrer par exemple le directeur, n'est-ce pas, le directeur de la diaspora au ministère des Affaires étrangères et d'autres personnalités du pays, n'est-ce pas. Et puis, j'ai été l'an dernier au Sénégal, par exemple, une fois de plus pour essayer de voir comment, vous savez, le Sénégal, c'est un pays qui fait beaucoup d'efforts dans le domaine de la diaspora, parce que c'est l'un des rares pays en Afrique, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a des Sénégalais, des députés sénégalais de la diaspora.
hein, des députés sénégalais de la diaspora. Chez nous, mon côté malien, c'est inscrit dans la constitution de février 92, mais ça n'a jamais été appliqué encore. Voilà, exactement. Bientôt, il y a les élections législatives. Normalement, la diaspora malienne de France devrait avoir ses députés. Exactement. Mais seulement, bon, voilà. Exactement. Ils attendent quoi, on ne sait pas. Voilà, donc c'est ça le problème, c'est que souvent, il y a des lois, mais l'exécution de ces lois-là, il y a comme... il y a comme une espèce de... C'est-à-dire, au même moment qu'il y a des lois qui semblent être des avancées, parfois on a en même temps le sentiment qu'il y a comme une espèce de crainte. C'est-à-dire qu'il y a des lois, mais maintenant pour passer à l'application de ces lois-là, ça prend du temps. Ouais. Or, quand vous prenez le cas d'un pays comme le Sénégal, aujourd'hui on trouve des députés sénégalais... rendez-vous compte que le Sénégal a des députés qui représentent même des Sénégalais des régions, des coins du monde comme l'Océanie. Hein? Il y a des députés sénégalais pour l'Amérique du Nord, l'Amérique latine, l'Europe de l'Ouest et tout, n'est-ce pas? C'est une sacrée organisation, quoi. Oui, oui, une sacrée organisation. Et donc vous avez approché le ministère de la diaspora? La diaspora, au Sénat, oui, des affaires étrangères au Sénégal, pour mieux comprendre comment ils fonctionnent et tout, et comment est-ce qu'ils sont arrivés là. Et comment est-ce que également les gens d'autres pays peuvent s'inspirer d'un pays comme le Sénégal, en Afrique francophone? Donc, si je comprends bien, au sein de la GOPAD, de vos interlocuteurs, dans les différents États, ce seraient les institutions en charge de la migration. Les institutions, mais pas que les institutions. Oui. Pas que les institutions. Oui. Ça peut être également des hommes qui occupent des postes ou alors qui ont des structures dans le privé et tout. Parce que beaucoup d'Africains de la diaspora qui souhaitent rentrer, il y en a qui vous disent on voudrait rentrer, mais on n'a pas d'opportunité, on ne trouve pas facilement un poste pour ça ou pour ça. Comment faire en sorte que dans certains de nos États, n'est-ce pas, souvent à la tête des entreprises privées et tout, qu'on puisse avoir, si possible, des quotas sur une année où on se dit, dans telle ou telle entreprise, on va peut-être recruter tel nombre de personnes, de se dire que s'il y a 10 informaticiens ou 3 ou 4 qu'on va recruter, disons-nous, s'il y a 4 dans cette entreprise, ne pouvons-nous pas donner 50% des 4, c'est-à-dire 2 membres de la diaspora, dans ce domaine, qui peuvent avoir l'opportunité de travailler au sein de ces entreprises. C'est ça votre philosophie. Voilà, il y a ça aussi, parce que c'est très important. Je discutais récemment avec une jeune, par exemple, ivoirienne, qui est née ici, qui a fait ses études ici, et qui est allée pour sa première fois, pratiquement à 30 ans, en Côte d'Ivoire, et qui subitement est tombée sur le charme du pays de sa mère et de ses parents, et qui souhaiterait repartir. Elle envisage même de s'acheter une maison sur place, mais se dit, au même moment, j'ai un petit bon boulot ici. Elle a travaillé pour de grosses boîtes comme PricewaterhouseCoopers et tout ça. Elle veut rentrer, mais vous savez, elle voudrait bien rentrer, mais il faudrait qu'elle soit assurée qu'elle peut avoir un travail. Et surtout, vous savez, quand des gens sont nés ici avec un certain niveau de vie, elle ne va pas repartir avec son niveau de vie ici. Peut-être qu'elle gagne plusieurs milliers d'euros pour repartir pour un salaire, n'est-ce pas, de catéchiste. Et donc, comment est-ce que des gens comme cette jeune ivoirienne, française d'origine ivoirienne, comment est-ce qu'au sein de certaines structures privées, par exemple, elle a fait dans le domaine de la finance et tout, comment est-ce qu'on peut se dire, dans telle boîte, nous pouvons au cours d'une année recruter 4 personnes dans un domaine comme l'audit, parce que c'est sa spécialité, et se dire, oh, qu'on peut choisir, on peut donner la chance sur les 4 personnes à 2 membres de la diaspora qui peuvent venir travailler dans notre boîte. Et ça peut encourager une jeune comme celle-là, même si ici elle peut gagner plusieurs milliers d'euros, de se dire là-bas, même si je n'ai pas 5 000 ou 6 000 euros en équivalent de CFA, même si on peut me donner l'équivalent ne serait-ce que de 2 000 euros. C'est-à-dire, pour qu'elle continue quand même à avoir son standing de vie un peu et tout. Donc, le niveau de vie ne baisse pas. Voilà, exactement. Donc, c'est autant de choses sur lesquelles on réfléchit pour voir comment est-ce qu'on peut non seulement travailler avec les institutions, mais également comment est-ce qu'on peut faire en sorte que auprès même des groupements interpatronaux, n'est-ce pas, des entreprises en Afrique et tout ça, comment est-ce qu'on peut contacter les différents responsables pour voir sur une année un peu comme on sait ici en France, lorsque les patrons se retrouvent, ils savent que sur une année, peut-être au sein d'une entreprise, au sein de leur groupement, il y a tel nombre d'emplois qui peuvent se créer et se dire que dans tel pays, prenons le cas du Mali, les hommes d'affaires au sein de leur association envisagent par exemple sur une année de créer tel nombre d'emplois pour des gens et se dire s'ils doivent créer disons 10 000 ou 5 000 emplois
est-ce qu'on ne peut pas mettre un quota précis pour des membres de la diaspora dans ces secteurs d'activité et permettre en sorte qu'on regarde l'expertise qui est à gauche, ailleurs, à travers le monde des Maliens qui veulent retourner pour avoir la facilité de travailler. Donc, ce qui m'amène à la dernière question, parce qu'on est pratiquement voilà. La dernière question, c'est que quel est vos rapports avec les différentes diasporas? C'est vrai, il y a les entreprises sur le continent, mais le projet doit se tourner, disons, le moteur du projet, c'est les migrants. Oui. Donc, est-ce que vous avez rapproché déjà les différentes grosses structures de migrants ici, pour le parler du GOPAD, voilà. On a commencé déjà, c'est vrai qu'on a commencé à prendre contact avec certaines de ces structures-là, pas seulement ici, parce qu'en fait, l'association, même si elle est légalisée ici, l'objectif, c'est de faire en sorte que l'association, au sein de son directoire, de sa présidence, des responsables, que nous ayons non seulement des responsables au sein qui sont patrons, responsables au sein de la structure, de la tête de l'association, qui soient en France, mais également dans des pays à travers l'Europe et le monde. C'est-à-dire qu'on puisse avoir au sein du comité exécutif des membres qui peuvent venir du Canada, des États-Unis et tout, pour que l'association ne soit pas une association de la diaspora qui soit limitée un peu aux membres qui vivent sur le continent européen. Voilà, donc c'est ça, c'est sur ça que notre objectif, c'est vraiment de faire un maillage. Et beaucoup sont intéressés parce que parmi les gens qui s'intéressent à l'association, on en a aujourd'hui qui, pour certains, ont fait des PhD à Polytech de Montréal et tout ça, et qui s'intéressent à ce qu'on fait et tout, et qui voudraient être actifs dans ce que l'on fait. Voyez-vous, donc on est en contact avec plusieurs associations de la diaspora. Que ce soit ici en France, que ce soit en Allemagne, que ce soit aux États-Unis et dans d'autres pays, et même en Asie, on est en train de voir, parce qu'il y en a de plus en plus, vous savez, même en Chine, il y a tout un quartier qu'on appelle, il y a tout un quartier africain en Chine, et il y a une forte diaspora en Chine, un peu partout. Et donc, de regarder dans tous ces coins du monde, comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'on ait des représentants dans tous ces différents pays, pour que vraiment de manière globale nous travaillons, parce que l'objectif de l'association, ce n'est pas de se limiter à un pays ou à un continent, c'est vraiment de travailler dans la même vision que le GOPIO, qui est l'organisation indienne, pour vraiment voilà, fédérer. Et pour quelqu'un qui veut contacter le GOPAD, le GOPAD, il y a des moyens, il y a des moyens, il y a des coordonnées, voilà, il y a des moyens, les moyens d'accès, tout le monde peut être membre du GOPAD, hein. Tout le monde peut être. Les conditions, pour l'instant, sont des conditions flexibles, parce que l'objectif, pour l'instant, c'est pas de dire pour être membre, il faut que tu donnes forcément tel montant d'argent pour être membre, parce que on ne peut pas être une association jeune et surtout qui vise à fédérer les gens et commencer à aller créer des propres blocages en disant pour être membre il faut tel montant d'argent, pour être membre ceci. Tout le monde peut être membre. Et d'ailleurs, l'objectif de l'association, c'est pas seulement, on est en train de voir dans quelle mesure on peut faire en sorte qu'on ait même des relais, des membres, n'est-ce pas, les membres du GOPAD, mais qui soient établis sur le continent africain. Voilà, parce que, comme je disais, j'ai des points focaux, quoi. Les points focaux, parce que, comme je disais, mon intérêt pour la diaspora n'a pas commencé aujourd'hui. Moi, j'ai commencé très jeune, parce que je suis né dans une famille où, malheureusement, je ne sais pas où, heureusement, j'étais le benjamin d'une famille. Et puis, progressivement, je me suis rendu compte, après le décès de mon papa, j'avais 3 ans, que mes aînés, progressivement, un après l'autre, quittaient le Cameroun. Déjà en 85, j'ai une soeur qui va au Canada, ensuite un autre frère qui va au Canada, ensuite j'ai un frère qui va en Angleterre et tout. Et je me rends compte que finalement, je suis seul. Je me retrouve comme seul, alors que je suis né avec des gens. Et je commençais à me poser des questions en me disant, si donc dans chacune des familles, on peut avoir des membres de famille, des frères, des sœurs, qui tous partent et tous ne reviennent pas, c'est une perte. Non seulement pour la famille, mais c'est une perte pour le pays d'origine et pour le continent d'une manière générale. Et c'est comme ça que mon intérêt pour la diaspora a commencé. Et déjà en 2011, j'avais créé au Cameroun une association où on réfléchissait sur les sujets de la diaspora qu'on appelait l'Association africaine de la diaspora Repenser le développement. J'avais à peine 21 ans, 22 ans. C'est pour vous dire que, en fait, il y a eu, au-delà de la passion sur le sujet, il y a déjà que j'ai également été victime. Il y a déjà des faits et des actes déposés. Exactement. Dans ce sens. Exactement. Donc, ce qui fait que ce qui vous pousse à rendre vraiment flexibles les conditions d'accès. Exactement. À rendre flexibles les conditions.
Exact. D'accord. Est-ce que vous avez des coordonnées sur la toile? Oui, il y a des coordonnées, on peut regarder, il y a des coordonnées qu'on peut retrouver, que ce soit sur la toile, même sur Facebook. Déjà, il y a un petit, sur Facebook, on peut nous retrouver sur Facebook, le GOPAD sur Facebook. GOPAD qui s'écrit GOPAD, voilà, on peut regarder ça. Et puis même sur Twitter, déjà, on peut regarder Diaspora Africa et tout. Donc, il y a des moyens où on peut nous contacter. D'accord, Mali Djigui, Diaspora Action, les informations du Mali, se feront le devoir et le plaisir de lier ces liens-là à la publication de cette excellente interview. Merci. Monsieur Maïga, nous arrivons à terme de l'interview. Nous vous remercions vraiment pour l'intérêt que vous portez pour notre média, pour nos médias. Et vous pouvez retrouver l'intégralité sur nos différents supports, à savoir Instagram, YouTube et Facebook bien sûr. Et LinkedIn aussi. Merci à vous, M. Maïga. C'est moi, merci. Bon vent à GOPAD. Merci beaucoup, Abdoulaye. C'est un plaisir de vous rencontrer une fois de plus aujourd'hui. Et je sais tout ce que vous faites. Il m'arrive d'aller vous regarder assez régulièrement. Et je vous souhaite bonne continuation parce que tout ce que vous faites participe également d'apporter sa paix au développement de l'Afrique. Et donc, en tant que membre de la diaspora, mes félicitations une fois de plus. Non, c'est un devoir pour nous. Merci nous sommes dans le même bateau. Merci beaucoup. Merci.